Dans la prison la plus high-tech du pays, un horloger injustement condamné découvre une faille temporelle, un secret caché dans le battement même du cœur électronique de sa prison. Alors que les caméras observent et que les serrures obéissent à une horloge qu'il sait défectueuse, il entame une évasion silencieuse qui se mesure en années de patience et en une seule minute de perfection. C'est une histoire de temps, de précision et de la quête d'un homme pour retrouver sa propre liberté. Si vous aimez les récits d'évasion où l'esprit est la seule clé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Samuel Valois s'était rétréci aux dimensions d'un tic-tac. Autrefois, son univers était un microcosme de rouages minuscules, de ressorts en spirale et de balanciers oscillant avec une grâce parfaite. Dans sa petite boutique genevoise, sous la lumière crue de sa loupe de bijoutier, il était un maître du temps, un compositeur de secondes et de minutes. Il ne réparait pas des montres, il leur redonnait une âme. Il pouvait, au simple son d'un mécanisme, diagnostiquer une imperfection invisible à l'œil nu, une friction anormale, un déséquilibre infinitésimal. Ses mains, stables et précises, pouvaient démonter et remonter les mouvements les plus complexes, des chronographes de course aux répétitions minutes qui chantaient les heures avec la clarté d'une cloche de cathédrale. Il était un homme de patience, de précision, un homme pour qui une seconde n'était pas une simple unité de mesure, mais une entité sacrée, une pulsation de l'univers qui se devait d'être parfaite. Aujourd'hui, son monde était la prison de haute sécurité de Val-de-l'Oubli, une forteresse de béton et d'acier conçue pour être l'antithèse de son article. Ici, le temps n'était pas une danse gracieuse, mais un marteau. Un marteau qui frappait avec une régularité brutale et impersonnelle. Le clac des serrures électroniques à 6 heures précises pour le réveil. Le bourdonnement des néons qui s'allumaient à 6h02. La sonnerie stridente qui annonçait le petit déjeuner à 7 heures. Chaque aspect de la vie était régi par une horloge centrale, un maître du temps atomique qui dictait le rythme de l'existence de 2000 âmes captives. La prison était une machine, et les prisonniers, des rouages interchangeables. Samuel avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Accusé d'avoir utilisé ses compétences pour fabriquer un détonateur sophistiqué pour un groupe terroriste, il avait été la victime d'un complot complexe, trahi par un ancien apprenti jaloux et un système judiciaire pressé de trouver un coupable. Ses protestations d'innocence, son explication que les mécanismes qu'il avait conçus étaient destinés à une horloge monumentale et non à une bombe, avaient été balayées. Son art, sa passion, était devenu l'instrument de sa chute. Il avait passé les premières années de sa peine dans un état de déni et de désespoir. Il avait essayé de s'adapter à la routine abrutissante de la prison, au travail à l'atelier de reliure, aux promenades silencieuses dans la cour en béton. Mais son esprit d'horloger se rebellait contre l'imprécision du monde carcéral. Il voyait les failles, les imperfections, le manque d'harmonie. Il voyait la manière dont les gardiens, bien que suivant un protocole strict, avaient des rythmes légèrement différents, créant des variations infimes dans leur onde. Il entendait la cacophonie des sons, le grincement d'une porte, le bourdonnement d'un ventilateur, chaque son une note fausse dans une symphonie qui aurait dû être parfaite. Pour ne pas sombrer dans la folie, il se raccrocha à son article. Privé de ses outils, il se mit à construire des horloges dans sa tête. Il mémorisait des schémas de mouvements complexes, visualisant chaque roue, chaque pignon, chaque ancre. Il se récitait les fréquences d'oscillation des différents types de balanciers. Il devint son propre chronomètre. Il apprit à compter les secondes avec une précision quasi parfaite, en se basant sur son propre pouls, qu'il avait appris à réguler par la respiration, ou sur le rythme de l'eau qui gouttait d'un tuyau au loin dans le silence de la nuit. Son esprit était devenu un mouvement d'horlogerie, une machine à mesurer le temps qui passait avec une lenteur insupportable. Les autres détenus le laissaient tranquille. Il le voyait comme un vieil homme étrange, silencieux, perdu dans ses propres pensées. Il ne voyait pas le maître artisan qui, au milieu du chaos et de la brutalité, continuait de chercher l'ordre, la précision, l'harmonie. Il était un horloger sans horloge, un prisonnier du temps qui avait fait du temps lui-même sa dernière et unique obsession. Ce fut au cours de sa 5e année d'incarcération que Samuel remarqua la première anomalie. Ce ne fut pas une découverte soudaine, mais une prise de conscience lente et progressive, une dissonance subtile dans la symphonie monotone de la vie carcérale. Tout commença avec le changement de garde de la tour de surveillance qui surplombait sa cour de promenade. La relève était programmée pour 15 heures précises, un événement marqué par le son d'une porte métallique qui s'ouvrait et se fermait au loin. Samuel, par habitude, par ennui, avait pris l'habitude de compter les secondes dans sa tête, anticipant le son. Et pendant des années, le clac de la porte avait coïncidé parfaitement avec la fin de son décompte mental. Mais depuis quelques mois, il avait l'impression que le son arrivait avec un très léger retard. Un retard presque imperceptible, une fraction de seconde. Au début, il mit cela sur le compte de sa propre fatigue, d'une distraction. Son horloge interne n'était pas parfaite. Mais le phénomène persista, et le retard sembla s'accentuer, très lentement.
Il commença à observer d'autres événements synchronisés. Le bourdonnement du système de ventilation qui changeait de cycle à chaque heure pile. Le clic des serrures électroniques qui se réactivaient après la période de repas. Pour chaque événement, il percevait le même décalage infime, un retard qui semblait grandir de manière cumulative. Son esprit d'horloger, entraîné à détecter des variations de l'ordre du microseconde, se mit en alerte. Ce n'était pas une coïncidence. Il y avait un schéma. Il était confronté à un problème de régulation, à une montre qui prenait du retard. Mais la montre, ici, c'était la prison tout entière. Il se concentra sur l'horloge maîtresse, la source de toute la synchronisation de la prison. C'était une grande horloge numérique, affichée sur un écran dans le hall principal, visible depuis la coursive de son bloc cellulaire. C'était une horloge atomique, lui avait-on dit, une merveille de technologie synchronisée par satellite, précise à une seconde près sur des millions d'années. Une horloge parfaite. Mais Samuel avait appris dans son métier qu'il n'y a pas d'horloge parfaite. Chaque mécanisme, même le plus sophistiqué, a ses failles, ses dérives, ses imperfections. Il commença une observation systématique. Il avait besoin d'un point de référence extérieur, d'un étalon de temps absolument fiable. Il le trouva dans le soleil. Sa cellule était orientée plein sud, et à travers les barreaux de sa fenêtre, un rayon de soleil, à midi solaire précis, venait frapper une petite fissure dans le mur, créant une ligne de lumière vive. Il commença à utiliser ce phénomène comme son top horaire quotidien. Chaque jour, il attendait ce moment. Il ne regardait pas l'horloge du hall. Il écoutait son propre corps, son propre rythme, comptant les secondes dans sa tête, se synchronisant sur le passage du soleil. Puis, au moment précis où la lumière touchait la fissure, il levait les yeux vers l'horloge du hall. Le premier jour, il ne remarqua rien. Ni le deuxième. Mais au bout d'une semaine, il commença à voir une différence. L'horloge du hall semblait être en retard. Un retard minuscule, une fraction de seconde. Il continua ses observations, jour après jour, semaine après semaine. Et il confirma sa théorie. L'horloge maîtresse de la prison, cette merveille de technologie infaillible, perdait du temps. Le décalage était incroyablement faible. Il le calcula avec une patience infinie. Il utilisa des techniques de triangulation temporelle, comparant l'heure solaire à l'heure de l'horloge, et en déduisit la dérive. La prison perdait exactement une seconde toutes les 24 heures. C'était une imperfection minuscule, une erreur de 0,00157%. Pour n'importe qui d'autre, c'était une anomalie insignifiante, un détail technique sans conséquence. Mais pour Samuel, l'horloger, une seconde était une éternité. Et il comprit immédiatement les implications de cette découverte. Si l'horloge maîtresse était défectueuse, alors tous les systèmes qui étaient synchronisés l'étaient aussi. Les serrures électroniques, les caméras de surveillance, les détecteurs de mouvement, les cycles d'éclairage. Toute la prison était une immense machine qui dérivait lentement, inexorablement, hors du temps. C'était une faille. Une fissure dans l'armure de la forteresse. Une seconde discordante dans la symphonie de la sécurité. Et il était le seul à l'entendre. La confirmation de la faille temporelle fut une révélation qui changea la nature même de l'incarcération de Samuel. Le désespoir laissa place à un projet, à une concentration froide et méthodique. Il n'était plus un simple prisonnier subissant le temps. Il était devenu un scientifique étudiant sa nature défectueuse. Il devait comprendre l'ampleur de la faille, ses causes, et surtout, ses conséquences. Il savait que ses observations basées sur le soleil étaient une bonne première étape, mais elles manquaient de la précision dont il avait besoin. Il lui fallait un instrument plus fiable, une horloge fantôme qu'il pourrait construire et contrôler lui-même pour mesurer avec une exactitude absolue la dérive de l'horloge de la prison. Il se tourna vers les ressources limitées de sa cellule et de la cour de promenade. Il commença par construire un pendule. Il utilisa un long fil qu'il avait patiemment arraché de sa couverture, et un petit poids qu'il fabriqua en enroulant de la feuille d'aluminium, récupérée sur des emballages de nourriture, autour d'une petite pierre. Il suspendit son pendule au cadre de son lit. Il connaissait la formule de la période d'un pendule simple, qui ne dépend que de la longueur du fil et de l'accélération de la pesanteur. En ajustant la longueur de son fil avec une précision millimétrique, il pouvait créer un pendule qui battait la seconde. C'était son métronome, son cœur artificiel. Nuit après nuit, il s'asseyait dans l'obscurité, écoutant le léger tic-tac de son pendule, le comparant à son propre décompte mental, affinant son horloge interne jusqu'à ce qu'elle soit en parfaite synchronie avec les lois de la physique. Mais le pendule n'était pas suffisant. Il était sensible aux courants d'air et aux vibrations. Il avait besoin d'une confirmation visuelle. Il se tourna à nouveau vers le soleil, mais de manière plus sophistiquée.
Il remarqua que l'ombre projetée par l'un des barreaux de sa fenêtre se déplaçait sur le mur opposé au fil de la journée. Il commença à marquer la position de l'ombre à des intervalles de temps précis qu'il mesurait avec son pendule. Il utilisa un petit morceau de mortier gratté du mur pour faire de minuscules marques sur le sol. Il était en train de construire un cadran solaire d'une précision remarquable. Il ne se contentait pas de marquer les heures. Il marqua les minutes. Il utilisa la diffraction de la lumière à travers une goutte d'eau qu'il plaçait sur le barreau pour créer un point de référence encore plus précis. Il était un astronome de l'âge de pierre, redécouvrant les principes de la gnomonique dans sa cellule de prison. Avec ses deux instruments, son pendule pour les courtes durées et son cadran solaire pour les longues, il commença une collecte de données systématiques. Chaque jour, il mesurait le décalage entre son temps vrai et le temps affiché par l'horloge de la prison. Et chaque jour, il confirmait sa découverte. La prison perdait une seconde. Exactement une seconde. Il commença à réfléchir à la cause de cette dérive. Une horloge atomique ne devrait pas avoir une telle dérive. C'était impossible. À moins que ce ne soit pas une véritable horloge atomique. Ou plutôt, que son système de synchronisation soit défectueux. Il se souvint d'une conversation surprise lors de la construction de la prison, des années auparavant, alors qu'il était encore un homme libre. Un ingénieur s'était plaint des coupes budgétaires, expliquant qu'ils avaient dû installer un système de synchronisation GPS de moins bonne qualité que prévu. Le GPS, il le savait, pouvait être sujet à des interférences, à des erreurs de transmission. Il émit une hypothèse. L'horloge maîtresse de la prison n'était pas autonome. Elle se resynchronisait sur le signal GPS une fois toutes les 24 heures, probablement au milieu de la nuit. Mais le récepteur était peut-être défectueux ou mal positionné, et à chaque resynchronisation, il introduisait une minuscule erreur, un saut d'une seconde. C'était une théorie audacieuse, mais elle expliquait tout. La dérive n'était pas progressive, c'était une série de sauts discrets, un escalier temporel qui descendait d'une seconde chaque jour. Cette compréhension changea tout. Si la dérive était cumulative, alors les conséquences, au fil du temps, pouvaient être énormes. Il ne s'agissait plus d'un simple retard. Il s'agissait d'une désynchronisation progressive de tout le système. Il était assis sur une bombe à retardement temporel. Et il était le seul à savoir à quelle heure elle allait exploser. La confirmation de la nature cumulative de la faille temporelle fut le moment où le plan d'évasion de Samuel cessa d'être un rêve et devint une possibilité mathématique. Il comprit que si tous les systèmes de la prison étaient synchronisés sur la même horloge maîtresse défectueuse, alors ils dérivaient tous ensemble, à l'unisson. C'était une cascade du temps, une vague de désynchronisation qui se propageait silencieusement à travers chaque circuit, chaque capteur, chaque serrure de la forteresse. Il devait maintenant cartographier cette cascade, comprendre comment chaque système était affecté et comment il pourrait exploiter ces décalages. Il commença par les caméras de surveillance. Dans les couloirs de son bloc, une caméra panoramique balayait l'espace selon un cycle précis. Il passa des semaines à l'observer, à chronométrer son mouvement avec son pendule. Il découvrit que la caméra effectuait un balayage complet de 180 degrés en exactement 60 secondes. Elle passait d'un mur à l'autre, s'arrêtait une seconde, puis repartait dans l'autre sens. Il mémorisa son rythme, sa cadence, jusqu'à pouvoir prédire sa position à n'importe quel moment, les yeux fermés. Il fit de même avec les serrures électroniques de sa cellule. À 22 heures précises, un clic centralisé indiquait que toutes les portes étaient verrouillées pour la nuit. À 6 heures, un autre clic indiquait qu'elles étaient déverrouillées pour le réveil. Il commença à noter le décalage de ces clics par rapport à son temps vrai. Il étendit ses observations à la cour de promenade. Il y avait des détecteurs de mouvement infrarouge le long des murs, dont il ne pouvait pas voir les faisceaux, mais il pouvait en deviner la présence par la manière dont les gardiens les évitaient. Il remarqua que ces détecteurs étaient désactivés pendant l'heure de promenade et réactivés exactement 1 minute après le retour des prisonniers. Il chronométra cette séquence, jour après jour. Son projet le plus ambitieux fut de cartographier les rondes des gardiens. Leurs itinéraires étaient conçus pour être aléatoires, pour éviter toute prévisibilité. Mais Samuel savait qu'il n'y a pas de véritable hasard dans un système humain. Il y a des habitudes, des schémas, des préférences. Il commença à noter l'heure exacte à laquelle un gardien passait devant sa cellule, la durée de sa pause à l'extrémité du couloir. Il créa une base de données mentales, cherchant des corrélations. Il découvrit que, bien que les rondes soient aléatoires, elles étaient basées sur un algorithme généré par l'ordinateur central, qui était, bien sûr, synchronisé sur l'horloge défectueuse. Les rondes n'étaient pas vraiment aléatoires, elles étaient pseudo-aléatoires, et elles dérivaient dans le temps, tout comme le reste. Il commença à construire une maquette mentale de la prison, non pas une maquette spatiale, mais une maquette temporelle. Il visualisait la prison comme un immense mouvement d'horlogerie,
avec des dizaines de roues et d'engrenages tournant à des vitesses différentes, mais tous entraînés par le même balancier défectueux. Il y avait la roue des caméras, qui tournait toutes les 60 secondes. Il y avait la roue des serrures, qui faisait un tour toutes les 24 heures. Il y avait la roue des rondes des gardiens, avec son rythme plus complexe. Et toutes ces roues prenaient du retard, ensemble. Il comprit que sa fenêtre d'évasion ne serait pas un simple moment où une porte serait ouverte. Ce serait un alignement temporel parfait, un moment où le décalage cumulatif de tous ces systèmes créerait une brèche, un chemin à travers la sécurité. Il y aurait un moment où la caméra serait tournée dans la mauvaise direction, où la serrure électronique serait désactivée, et où le gardien serait au mauvais endroit, tout cela en même temps. C'était une équation à plusieurs inconnus, une énigme d'une complexité vertigineuse. Mais il était un horloger. Il était un maître des complications. Et il allait résoudre cette équation. Il allait calculer l'heure exacte de l'alignement des planètes temporelles de sa prison. La phase de calcul fut la plus longue et la plus ardue de toutes. Samuel n'avait pas d'ordinateur, pas même une calculatrice. Il devait tout faire de tête, et sur le seul support d'écriture qu'il avait réussi à se procurer, des petits morceaux de papier toilette, sur lesquels il écrivait avec une mine de crayon graphite qu'il avait trouvé dans la cour. C'était un travail clandestin, qu'il ne pouvait effectuer que la nuit, à la lueur de la lune. Chaque matin, il devait détruire ses calculs pour ne laisser aucune trace. Sa première tâche fut de quantifier la dérive de chaque système. Il avait déjà la dérive de base, 1 seconde par jour. Il devait maintenant appliquer cette dérive à chaque roue de son horloge carcérale. Pour la caméra, qui avait un cycle de 60 secondes, le décalage était subtil, mais il s'accumulait. Pour les serrures, le décalage était plus évident. Pour les rondes des gardiens, c'était encore plus complexe. Il passa des mois à affiner ses modèles, à vérifier ses calculs. Il était en train de créer une simulation temporelle de la prison dans son esprit. Il arriva à une première conclusion. Pour obtenir une fenêtre de temps significative, il avait besoin d'un décalage cumulatif d'au moins 60 secondes, une minute entière. À raison d'1 seconde par jour, il lui faudrait 60 jours pour atteindre ce décalage. Pendant 7 minutes, l'horloge de la prison serait en retard de 60 secondes sur le temps réel. Mais une minute de décalage ne suffisait pas. Il devait trouver un moment où cet écart coïnciderait avec une faille dans la routine de la prison. Il étudia les calendriers, les plannings de maintenance, les jours fériés. Il cherchait un événement rare, un moment où la sécurité serait naturellement réduite, où les protocoles seraient différents. Il le trouva. Une fois par an, pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la prison effectuait une maintenance majeure de son système électrique. Pendant 1 heure, entre 2 heures et 3 heures du matin, une partie des systèmes de sécurité non critiques était mise hors tension pour permettre aux techniciens de travailler. Les serrures électroniques des cellules, normalement alimentées par le secteur, basculaient sur une batterie de secours. Mais il avait remarqué, lors des maintenances précédentes, que ce basculement n'était pas instantané. Il y avait une micro-coupure de quelques secondes. Et les caméras de certains secteurs, jugées moins sensibles, étaient simplement éteintes. C'était sa fenêtre d'opportunité. Mais elle ne se présentait qu'une fois par an. Il devait maintenant combiner ces deux éléments, le décalage cumulatif et la fenêtre de maintenance. Il commença à calculer. Il devait faire en sorte que son décalage de 60 secondes soit à son apogée exactement au moment de la maintenance du 31 décembre. Il devait donc commencer son compte à rebours 60 jours avant. Mais il y avait une complication. Il ne pouvait pas simplement s'échapper de sa cellule. Il devait traverser plusieurs zones, chacune avec ses propres systèmes de sécurité. Il cartographia son itinéraire d'évasion. De sa cellule, il devait traverser le couloir principal, passer une porte de sécurité qui menait à la zone administrative, traverser cette zone et enfin atteindre une sortie de service qui donnait sur le mur d'enceinte. Il calcula le temps nécessaire pour chaque étape. Il estima qu'il lui faudrait environ 45 secondes pour parcourir la distance, s'il n'était pas interrompu. Cela lui laissait une marge de sécurité de 15 secondes. C'était incroyablement serré. Il devait être une machine, un automate dont chaque mouvement était parfaitement chorégraphié. Il commença à s'entraîner. La nuit, dans sa cellule, il répétait mentalement chaque étape de son évasion. Il mémorisait le nombre de pas entre sa cellule et la porte de sécurité. Il s'entraînait à se déplacer en silence, à contrôler sa respiration. Il devint un danseur de l'ombre, préparant sa performance la plus importante. Il créa un calendrier secret. Sur la face cachée de son cadre de lit, il commença à gratter une petite marque chaque jour, comptant les jours jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre. Les mois passèrent. L'attente était une torture, mais sa discipline d'horloger le maintenait concentré. Il n'était plus un prisonnier. Il était un artisan,
polissant et assemblant patiemment les pièces de son chef-d'œuvre, l'évasion la plus précise et la plus complexe jamais conçue. La journée du 31 décembre fut la plus longue de la vie de Samuel. Une tension électrique semblait parcourir la prison, mais ce n'était pas à cause de son plan. C'était l'excitation fébrile du nouvel an, même dans cet endroit sans joie. Les détenus étaient plus bruyants, les gardiens plus détendus. Personne ne prêtait attention au vieil horloger silencieux, assis dans un coin de la cantine, qui semblait plus absorbé que jamais par ses pensées. Mais à l'intérieur, son esprit était un tourbillon de calcul et d'anticipation. Il repassait chaque étape de son plan, chaque seconde de sa chorégraphie. Il avait vérifié ses calculs des centaines de fois. Le décalage cumulé atteindrait exactement 59 secondes à minuit et 60 secondes à 2 heures du matin, au début de la fenêtre de maintenance. Tout était parfaitement aligné. La soirée s'étira interminablement. Il retourna dans sa cellule à 22 heures, comme d'habitude. Il entendit le clic des serrures, un son qui, ce soir, avait une résonance particulière. C'était la dernière fois qu'il l'entendrait de l'intérieur. Il s'allongea sur sa couchette, mais ne dormit pas. Il écoutait. Il écoutait les bruits de la prison qui s'endormaient, le silence qui s'installait. Il attendait. Minuit. Il entendit les cris étouffés et les chants des autres détenus qui célébraient le passage à la nouvelle année. Pour eux, c'était juste un autre jour qui commençait. Pour lui, c'était le début de la fin de sa captivité. 1 heure du matin. Le silence était presque total. Il se leva et commença ses derniers préparatifs. Il enfila une deuxième paire de chaussettes pour étouffer le bruit de ses pas. Il vérifia une dernière fois le petit sac en tissu qu'il avait confectionné, contenant une bouteille d'eau et sa dernière barre de céréales. 1h50. Il se plaça près de la porte de sa cellule, son corps tendu comme un ressort. Il commença son décompte mental final, synchronisé sur son horloge interne parfaite. 1h59 et 30 secondes. Il pouvait entendre le bruit lointain de l'équipe de maintenance qui se mettait en place. 1h59 et 50 secondes. Il posa sa main sur la poignée de la porte de sa cellule. 1h59 et 59 secondes. Il retint son souffle. 2 heures, il n'y eut pas de clic. La micro-coupure. Le moment de la désynchronisation. La minute de chaos temporel venait de commencer. 60 secondes. C'était le temps que Samuel s'était accordé, le temps que la faille lui avait offert. Sa chorégraphie commença. Seconde 1, il tourna la poignée de sa cellule. La porte s'ouvrit en silence. Le pen électronique, privé de courant pendant la micro-coupure et maintenant en retard d'1 minute sur son cycle de reverrouillage, était rétracté. Il était dehors. Seconde 3, il se glissa dans le couloir. La caméra de surveillance, au bout du couloir, aurait dû être en train de balayer dans sa direction. Mais son cycle, lui aussi en retard de 60 secondes, venait juste de commencer son balayage dans la direction opposée. Il avait 1 minute entière avant qu'elle ne revienne. Il commença à marcher, non pas à courir. Courir fait du bruit. Il se déplaçait avec une fluidité silencieuse, ses pas mesurés, son corps collé au mur. Seconde 15. Il arriva à la porte de sécurité qui menait à la zone administrative. C'était une porte blindée, normalement verrouillée en permanence. Mais pendant la fenêtre de maintenance, elle était programmée pour se déverrouiller pendant exactement 60 secondes pour permettre le passage des techniciens. Son décalage d'1 minute signifiait qu'elle était ouverte maintenant, alors qu'elle aurait dû être fermée. Il la franchit. Seconde 25. Il était dans la zone administrative. Un labyrinthe de bureaux vides et sombres. Il ne s'arrêta pas. Il avait mémorisé le plan. Il se dirigea vers la sortie de service. Il entendit des voix. L'équipe de maintenance. Ils étaient plus proches qu'il ne l'avait prévu. Il se figea derrière une grande plante d'intérieur, son cœur battant à tout rompre. 2 techniciens passèrent à quelques mètres de lui, se plaignant du froid. Ils ne le virent pas. Seconde 40, il atteignit la sortie de service. C'était une simple porte en métal, mais elle était équipée d'une alarme. Cependant, il savait que cette alarme était désactivée pendant la maintenance. Il l'ouvrit. Il était dehors, dans une petite cour intérieure. Seconde 50, il n'y avait qu'un seul obstacle entre lui et la liberté. Le mur d'enceinte. Un mur de 6 mètres de haut, surmonté d'un réseau de fils électriques. Normalement, ses fils étaient sous haute tension. Mais il avait remarqué, lors de ses observations, que le système électrique de la clôture était le premier à être coupé pendant la maintenance et le dernier à être réactivé. Et à cause du décalage, il avait une fenêtre de sécurité supplémentaire. Il avait calculé qu'il avait près de 3 minutes avant que le courant ne soit rétabli. Il se précipita vers le mur. Il avait repéré, des mois auparavant,
un endroit où un tuyau de descente d'eau de pluie offrait des prises. Il commença à grimper, ses muscles vieillissants protestant. C'était l'effort le plus physique de toute son évasion. Il atteignit le sommet, passa prudemment par-dessus les fils inertes. Seconde 59, il était au sommet du mur. Il regarda en arrière, vers la prison. Il entendit le clic lointain des serrures de son bloc qui se reverrouillait. Sa minute était écoulée. La fenêtre s'était refermée. Il sauta. La chute de 6 mètres fut brutale. Il roula sur le sol pour amortir le choc, sa cheville criant de douleur. Mais il était dehors. Il était libre. La fuite de Samuel Valois fut découverte le lendemain matin et provoqua une onde de choc au sein de l'administration pénitentiaire. Ce fut une énigme totale. Sa cellule était fermée à clé de l'intérieur. Aucune porte n'avait été forcée, aucune alarme ne s'était déclenchée. Les enregistrements des caméras de surveillance ne montraient absolument rien d'anormal, si ce n'est un saut d'une minute dans les enregistrements à 2 heures du matin, un bug que l'équipe de maintenance attribua à la coupure de courant. L'enquête interne conclut à une défaillance système inexplicable et hautement improbable. L'idée qu'un prisonnier ait pu calculer et exploiter une faille temporelle d'une seconde par jour était si absurde, si tirée par les cheveux, qu'elle ne fut jamais envisagée. L'évasion de Samuel Valois devint une légende, un mystère non résolu, l'histoire du prisonnier fantôme qui s'était tout simplement volatilisé. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, un homme du nom de Jean Dubois s'installait dans une petite ville tranquille des Alpes suisses. Il ouvrit une modeste boutique d'horlogerie, un petit atelier rempli du parfum de l'huile et du son apaisant des tic-tac. Il devint rapidement connu pour son talent extraordinaire, sa capacité à redonner vie aux mécanismes les plus anciens et les plus complexes. Les gens venaient de loin pour lui confier leurs précieuses montres. Il mena une vie simple, paisible, anonyme. Il ne parlait jamais de son passé. Mais parfois, tard le soir, seul dans son atelier, il prenait une vieille montre à gousset, un chef-d'œuvre de complication qu'il avait lui-même fabriqué dans sa jeunesse. Il l'ouvrait et contemplait la danse parfaite des rouages, l'oscillation régulière du balancier. Il avait passé des années dans un endroit où le temps était une arme, une prison. Il avait utilisé la propre imperfection de ce temps pour retrouver sa liberté. Maintenant, il passait le reste de sa vie à créer un temps parfait, non pas pour s'échapper, mais simplement pour la beauté du geste. Il était redevenu un maître du temps. Mais cette fois, c'était lui qui en contrôlait chaque seconde. Il avait retrouvé son temps, et il était enfin libre.